Bonjour à tous les mélomanes, Lettre mélomane 2023-06. Alors, de bonnes œuvres ce mois-ci, mais extrêmement inégales et dont souvent un seul mouvement peut être considéré comme vraiment excellent. C'est le cas de la symphonie de Nathael Berg par laquelle nous commençons, première œuvre de ce compositeur sur critiquemusicale.com. Berg Nathanael, 1879-1957, la symphonie 4, Pezzo Sinfonico, datant de 1918. C'est une symphonie peu extériorisée dans ses effets et qui pourrait décourager une audition peu attentive. Néanmoins, elle recèle, en dépit de cette platitude apparente, des effets impressionnistes qui sont, à mon avis, très subtils. Alors, comme souvent dans les œuvres de ce style, eh bien, les motifs perdent parfois leur intérêt en s'estompant lorsqu'ils atteignent une subtilité extrême qui finit par évacuer leur substance musicale. On doit cependant admirer dans le premier mouvement les effets de fusion à la clarinette et aux cordes dans l'aigu et l'extrême aigu selon des cellules motiviques qui sont très ténues, peu spectaculaires, mais l'effet, à mon avis, est particulièrement grisant. On peut regretter un second mouvement qui ne donne pas toute sa place au thème du scherzo, un thème à mon avis excellent, et il y a donc une partie lente qui entraîne une perte d'intérêt malheureusement pour ce mouvement. Alors en contraste avec la platitude de ce mouvement lent, tout au moins une partie de ce mouvement lent, eh bien on a un style très dynamique comme il se doit dans ce dernier mouvement de symphonie, avec une multitude de motifs qui sont très variés instrumentalement. Au final, on a une belle œuvre qui ne donne pas toute sa mesure et qui se perd parfois dans des tutti aux cordes, notamment, qui ne sont pas toujours convaincants. Nous continuons avec une symphonie du célèbre chef Paul Paré. Alors elle n'est pas évaluée excellente, on verra pourquoi, mais c'est néanmoins une très bonne surprise. Alors Paul Paré, 1886-1979, la symphonie 2, Le Tréport, datant de 1936. Une belle œuvre qui traduit de la part du compositeur une très grande aisance compositionnelle et le maniement des registres instrumentaux est très élaboré, alors notamment dans les parties qui sont en nuance piano pianissimo, donc des parties très, très subtiles. En revanche, dans les passages en forte, qui sont pourtant réellement lyriques, eh bien, il y a, à mon avis, trop de superpositions instrumentales, des tutti qui sont désagréables, et ainsi, c'est particulièrement le cas dans la partie forte du troisième mouvement lent, mais on trouve ce désagrément dans toutes les parties, malheureusement, et ça contribue à gâcher considérablement cette œuvre qui, par ailleurs, est une œuvre d'une grande densité musicale. Un ensemble varié, qui est riche thématiquement, même s'il y a parfois des passages d'une inspiration un peu plus faible, c'est tout de même une œuvre très riche sur le plan thématique. Alors le mouvement le plus riche, mais il est aussi diminué par des superpositions exagérées, une nuance donc forte, voire fortissimo également exagérée. Alors le meilleur mouvement, c'est tout de même le dernier. Donc voilà pour cette symphonie de Paul Paré qui est tout de même une très bonne œuvre. Pingu Ernest, 1887-1942, une œuvre pour piano-orchestre, le concerto numéro 2, datant de 1921. C'est un concerto qui navigue entre modernisme maîtrisé
et néoclassicisme romantique. Alors la partie pianistique est souvent très volubile, elle évolue selon des figurations rapides en arrière-plan ou des crescendo lyriques à la manière quasiment tchékovskienne, ce qui est assez remarquable à cette période relativement récente. C'est l'orchestration qui affirme plutôt l'aspect moderniste par une instrumentation qui est cuivrée, non pas excessivement, qui n'est pas non plus excessivement dissonante et qui évite les superpositions fâcheuses d'instruments. Alors néanmoins, le point négatif de l'œuvre, c'est malheureusement une thématique qui est insuffisante dans les deux premiers mouvements, malgré quelques passages restreints qui sont plus riches thématiquement. Alors comme souvent dans les concertos, c'est le dernier mouvement qui permet d'affirmer les capacités du compositeur. Et ici, on peut dire que tout y est, la puissance, l'originalité des effets symphoniques, une succession étourdissante de motifs qui s'enchaînent sans transition, la virtuosité, des contrastes saisissants, toute la panoplie d'effets qu'on peut trouver dans un troisième mouvement de concerto. Volkmar Andrea, 1879-1962, la symphonie numéro 1 datant de 1898. Alors c'est une symphonie qui présente un caractère de gravité très accentué et elle s'apparente quasiment à une symphonie funèbre, même si elle n'en porte pas le titre. Et de ce point de vue, on pourrait tolérer son caractère qui est profondément uniforme, très peu éclatant et volontairement morfondant. Alors à l'actif de cette symphonie, on peut remarquer l'existence d'une thématique qui est réelle, mais néanmoins qui est répétitive et parfois très répétitive, et c'est le cas notamment dans le premier mouvement. Les motifs sont surtout variés sur le plan instrumental, beaucoup plus que sur le plan thématique. Alors le caractère pathétique de l'œuvre est certain, il y a un lyrisme certain qui s'affirme, alors notamment par des sonorités qui sont parfois troubles, et aussi des crescendos qui sont bien sentis, notamment dans le premier mouvement, un crescendo très bien mené qui atteint l'excellence. Les troisième et quatrième mouvements comportent des parties relativement dynamiques par rapport au reste de l'œuvre. Alors une sorte de scherzo pour le troisième mouvement. C'est néanmoins le dernier mouvement qui affirme le mieux les possibilités réelles du compositeur, lesquelles apparaissent malheureusement diluées sur l'ensemble de l'œuvre dans un apathisme qui est assez peu engageant, il faut bien l'avouer. Pour terminer, l'œuvre revisitée, il s'agit de Sterkel, très grand compositeur que nous avons de multiples fois apprécié sur critiquemusicale.com, pour ces deux symphonies notamment, et en particulier le mouvement lent de la deuxième symphonie qui est absolument bouleversant. Alors des symphonies hybrides qui témoignent d'un souffle romantique certain malgré des éléments encore archaïques, et aujourd'hui eh bien, nous revisitons son concerto pour piano qui n'en est pas moins intéressant. Alors Sterkel, Frank Xaver, 1750-1817, concerto numéro 1 datant de 1785. Alors c'est une œuvre d'une belle facture qui s'inscrit dans la recherche d'un style nouveau lyrique concertant à la fin du XVIIIe siècle. Alors, style assez précoce par rapport à la date de composition qui est, je le rappelle, donc 1785, qui est nettement plus élaboré que les concertos de l'époque, ceux de Hummel notamment, quoique encore marqué par le style galant. Alors un style galant qui est cependant remodelé, plus incisif et qui se démarque de l'aspect un peu guimauve qui est attaché à cette école musicale.
La partie pianistique est notamment marquée par de nombreux agréments à la manière des clavecinistes. La partie symphonique, dans le premier mouvement, apparaît très recherchée notamment sur le plan de la superposition des registres, malgré sa coloration galante. Alors ça, c'est assez nouveau, car le point faible des œuvres concertantes de cette époque, c'est souvent l'orchestration. Quoique moins dense thématiquement, le deuxième mouvement s'impose par sa partie pianistique complexe, malgré un tempo lent. Alors en revanche, le troisième mouvement renoue avec les motifs compassés dans un rythme plus enlevé toutefois, donc ces motifs compassés qui caractérisent la musique galante la plus éculée, alors notamment un motif qui est répété au bois et au piano. Alors on acceptera dans ce mouvement un passage plus lent de nature nostalgique, rêveuse, qui est néanmoins insuffisant pour relever le niveau du mouvement. Alors au final, c'est tout de même un excellent concerto, un concerto remarquable, même si on le compare à la littérature pianistique dans son ensemble. Alors voilà pour ce mois-ci. Merci de m'avoir écouté.